L'orge villa tout en incerne, vielle, rebeb, guiterne, Lloyd Morèche, Michanon, Citole et le psalterion. Harpe, tabour, trompe, naquaire, orgue, corne, plus de 10 paires. Cornemuse, flageols, chevrette, doucène, cymbales, clochettes, timbres. La floette broigne et le grand cornet d'Allemagne. Flageols de saut, fistule, pipe, muse d'osset, trompe petite, buzine, holos, monocorde où il n'a qu'une seule corde, et muse de blêve tout ensemble. Et certainement, il me semble conque, mais telle mélodie ne fut vue, ne ouïe. Nous écoutions ce texte extrait du Remède de fortune de Guillaume de Machaut, dit par Jean Béliard, dans lequel le poète et le musicien du XIVe siècle nous décrit en fait les instruments utilisés à l'époque et nous renseigne un peu sur ces ensembles assez étonnants. On a peut-être trop tendance, Julien Scovron, à penser à la vielle simplement mêlée à une voix, alors qu'en fait l'utilisation de la vielle était très variée, très vaste et les ensembles de musique ancienne de l'époque extrêmement riches. Bien entendu, oui. Le concert, dans le sens réunion de musiciens, existait. Bien sûr, il n'y avait pas de concert avec des instrumentistes sur une scène et un auditoire qui était là, un peu passif, disons, pour l'écouter. Les ensembles de musique, de ménestrels, de jongleurs étaient toujours requis dans la plupart des grandes circonstances de la vie. Et alors, la semaine dernière, nous avions évoqué ce qu'on peut peut-être considérer comme les ancêtres de la vielle, à savoir le croûte et le rebec. Oui. Il faudrait peut-être nous rappeler brièvement les époques auxquelles on peut situer ces instruments. Le croûte, donc, son démarrage dans la civilisation occidentale se situe autour du VIe siècle, et le rebec vers le 9e ou 10e siècle, et a persisté, lui, jusqu'au XVIIe siècle, tandis que le croûte a eu des différentes phases. Il a persisté également jusqu'au XVIIIe siècle en Angleterre, mais partout ailleurs, il a complètement disparu. Et c'est pourtant lui qu'on peut situer, en fait, comme étant à la base de la vielle. En effet, le croûte n'est autre qu'une lyre antique avec utilisation d'archet, et quand on fera disparaître les montants qui se situent de part et d'autre de la caisse de résonance, ça donnera pratiquement la forme de la vielle. Alors que par contre, rebec et vielle, Machaut nous le rappelait, on voisine et on les trouve ensemble. On les voisinait, c'est ça, oui. Et alors, donc cette famille des vielles, de combien d'éléments se compose-t-elle ? D'autant qu'on veut, pratiquement, puisque il n'y avait pas du tout de normalisation dans la fabrication des instruments, et chaque luthier ou chaque joueur d'instruments qui, à ses heures, était luthier lui-même, pouvait fabriquer un petit peu n'importe quelle forme, n'importe quel gabarit de ces instruments-là. Et on a dénombré environ 8 à 10 formes différentes, principales, de ces vielles, au XIIIe siècle, par exemple. Et chacun de ces instruments avait aussi ses propres normes d'accords, je suppose. Donc en fait, on devait avoir une très grande diversité de possibilités avec ces Oui, vielles. une très grande diversité. Il y avait quand même des types d'accords bien définis. Et par exemple, on trouve dans Jérôme de Moravie 3 formes d'accords principales qui étaient utilisées durant le XIIIe siècle. Et cette forme d'accord, que j'utilise surtout personnellement, c'est la deuxième forme d'accord qu'il dit nécessaire aux laïcs, c'est-à-dire les trouvères et ménestrels, qui veulent parcourir fréquemment, dans toute la main, tous les autres chants, surtout les chants irréguliers. Il veut dire que pour les laïcs qui veulent jouer des chants qui sont dans des gammes hors des tons ecclésiastiques, il est nécessaire d'avoir un accord un peu particulier qui est celui-ci. Je vais vous le faire entendre tel que Jérôme de Moravie le présente. Si l'on prend les cordes de la gauche vers la droite. Donc la première corde est plus aiguë que la deuxième. Mais pour des raisons, disons, un peu personnelles, de technique, pour permettre d'avoir des accords avec la fondamentale dans le grave, moi j'accorde ma vielle comme ceci. C'est-à-dire une série de quintes et de quartes
Ré, La, Ré, La, Ré. Ce qui peut se transposer Do, Sol, Do, Sol, Do, Fa, Do, Fa, Do, Fa, selon la taille et le diapason. Parce qu'il n'y avait pas de diapason absolu et, mon Dieu, on pouvait accorder ça dans n'importe quel ton possible et imaginable. Le nombre de cordes aussi intervient beaucoup, puisque finalement, il y a beaucoup de diversité dans ce domaine aussi. Oui, le nombre des cordes varie de 3 à 5, quelquefois même 6 cordes. On a trouvé des vielles qui font déjà penser un petit peu au viol de bras ou même viol de gambe, très tardivement, vers le XVe siècle ou vers le début du XVIe siècle, qui était à 6 cordes. Mais en général, c'est de 3 à 5 cordes, le modèle à 5 cordes étant le plus fréquent et le plus recommandé par Jérôme de Moravie. Et est-ce que Jérôme de Moravie, au XIIIe siècle, décrit également la lutherie, enfin la forme des instruments? Ah, il décrit la lutherie et la forme des instruments, oui. Ce qui nous sert surtout, enfin pour la lutherie, ce sont les modèles iconographiques. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une vielle qui a été fabriquée d'après le modèle qui se trouve dans le psautier d'Utrecht, dans la Bible d'Utrecht. J'en ai une autre qui a été fabriquée d'après le triptyque des anges musiciens de Memling qui se trouve au musée d'Anvers. 2 autres qui ont été fabriqués d'après des rois musiciens et un ange musicien qui joue de la vielle sur la cathédrale de Chartres, des sculptures celles-là. Et il y a beaucoup de luthiers actuellement qui s'intéressent à ce travail de reconstitution d'instruments médiévaux. Il y en a de plus en plus. Dernièrement, il n'y avait pas beaucoup de luthiers en France. Et tout à fait récemment, ça date d'il y a environ 4 ou 5 ans, il y a de plus en plus de jeunes luthiers qui s'intéressent à ces instruments-là. Peut-être parce qu'ils y trouvent leur compte de liberté dans la lutherie. Par exemple, quand un luthier traditionnel fabrique un violon, il le fabrique à la manière de Stradivarius, à la manière d'Amati, à la manière de Guarnerius, en tenant compte de la forme, des moules, etc., typiques et traditionnellement respectés. Tandis que dans les vielles, justement, on peut fabriquer une vielle comme on en a envie, avec un fond plat, avec un fond un peu bombé, avec une forme de 8, une forme de guitare, des formes très bizarres aussi, qu'on a trouvé par exemple une forme d'espèce de hachette tournée vers le bas, une forme de lyre, des guitares avec forme de lyre en bas et une espèce de V renversé sur le haut, avec un manche bien entendu. Des formes très curieuses, des rondes aussi. Sur la maison des musiciens à Reims, il y a une vielle de forme ronde. Et alors cette diversité sur le plan de la lutherie, est-ce qu'on la retrouve également à l'époque, au Moyen-Âge, dans l'utilisation des instruments? Oui, un peu, parce que les vielles étaient utilisées absolument partout dans la musique. Pourtant, on peut serrer un petit peu les différents endroits, les différentes utilisations des vielles. Par exemple, les vielles intervenaient souvent pour jouer des chansons d'une façon purement instrumentale, des chansons qu'on appelait droites, c'est-à-dire sans ornement, ou encore ornées, avec des passages improvisés. D'ailleurs, Jérôme de Moravie recommande aux joueurs de vielle d'utiliser tous les procédés d'ornementation de l'époque. Il dit qu'il faut faire de nombreuses pliques, les pliques étant des espèces d'appoggiatures légères, des flosses, ce sont les notes de passage, et de nombreuses réverbératio. Réverbératio, je pense que ce sont des ornements dans le type gruppetto, avec des choses qui reviennent sur elles-mêmes. Et puis il explique aussi comment on doit utiliser les bourdons. Voilà ce qu'il dit exactement. Ce qui, dans l'art de vieler, est le plus difficile, le plus solennel et le plus beau, c'est de savoir répondre avec les bourdons par les premières des consonances à chacun des sons dont se compose la mélodie. Le bourdon ne doit être touché, avec le pouce parfois, c'est-à-dire en dessous du manche, que lorsque les autres cordes touchées par l'archet produisent des sons avec lesquels le bourdon forme une des susdites consonances comme la quinte, l'octave et la quarte. Et ainsi, l'art de vieler, c'est l'art d'utiliser un peu les consonances de base, c'est-à-dire l'octave, la quinte et la quarte. Et leur redoublement, bien entendu. C'est de là d'ailleurs que viennent les mots quartoyer, quintoyer, octavier à l'origine. Est-ce que vous pourriez nous donner, Julien Scovron, des exemples d'après le texte même de Jérôme de Moravie que vous venez nous lire? Oh, bien sûr, oui. Je vais prendre par exemple une vielle en ré et y jouer une mélodie très simple et ensuite y mettre les bourdons nécessaires. Ces bourdons arrivent principalement sur les temps et avec des consonances qui sont toujours justement les consonances de base, soit l'octave, soit la quarte, soit la quinte. Eh bien, les bourdons seront ceux-ci.
C'est-à-dire qu'on va y ajouter des notes en bourdon sur les temps principaux, à condition que ces temps principaux soient en rapport de consonance avec le bourdon et la note principale de la mélodie. Maintenant, on peut ajouter des bourdons un peu plus conséquents. C'est-à-dire jouer sur 3 ou 4 cordes à la fois, ce qui est permis par justement le peu de courbure du chevalet. Et vous parliez tout à l'heure de plique. Vous pourriez donner un exemple de plique? Un exemple de plique, tout d'abord, il faut dire une chose, c'est que les ornements n'étaient pas du tout codifiés comme ils le seront plus tard au XVIIIe siècle. Ces termes, dans l'esprit de Jérôme de Moravie, sous-entendent un petit peu toutes sortes d'ornements qu'on pouvait faire. Il n'y a pas du tout, là non plus, de normalisation, comme ça sera le cas avec les tables d'ornements pour l'orgue, pour le luth, qu'on trouvera au clavecin au XVIIIe siècle, par exemple. Ce sont des ornements qui sont finalement relativement libres aussi. Mais la plique, c'est une appoggiature légère. Alors ça pourrait être ceci, par exemple. Au lieu de faire une mélodie simple, quelque chose comme ça, par exemple. Alors là, nous avons déjà un aperçu de la technique des vielles. Il faudrait peut-être que d'abord vous nous présentiez l'ensemble de la famille, si on peut dire, et aussi que vous nous parliez maintenant de l'utilisation dans les diverses formes musicales de l'époque. Oui. Eh bien, la famille se compose de toutes petites vielles, par exemple comme celle que je vais montrer maintenant, et qui est une vielle à 3 cordes, qui justement est une reproduction d'un exemple de vielle qui est sur la cathédrale de Chartres. Celle-ci est accordée mi-la-mi, toujours pour être en accord avec les quintes et les quartes de Jérôme de Moravie. Une autre maintenant qui est à 4 cordes, qui a un accord un peu bâtard, celui-là, c'est pour me permettre de ne pas changer de position dans certaines tonalités, en particulier la tonalité de Ré. Ça permet d'avoir un La premier doigt sur la corde la plus aiguë sur la chanterelle. Voilà un exemple. Et puis une autre avec un accord en sol, celui-là. Donc ici, les quartes et les quintes vont être renversées, c'est-à-dire on va avoir Ré, Sol, Ré, Sol, Ré. Il y a d'autres vielles aussi, beaucoup plus grandes que celle-ci, qui se tiennent entre les jambes, comme la vielle ténor, qui peut avoir 5 ou 4 cordes, et qui probablement est à l'origine des viols de gambe à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Il y a eu en effet une confusion un peu dans les vielles et les viols, et les viols sont nés à partir des vielles qui se tenaient, comme on dira plus tard, da gamba, c'est-à-dire entre les jambes. Maintenant, Julien Scovron, je crois qu'il faudrait nous expliquer l'utilisation de ces divers instruments dans la musique de l'époque. Oui. Eh bien, le répertoire de la vielle, en fait, est un répertoire assez riche. On pourrait se demander pourquoi il n'en subsiste rien. Eh bien, c'est probablement pour une raison très simple, c'est que jusqu'au XVIe siècle, les compositeurs, l'idéal d'un compositeur, c'était avant tout de composer pour les voix humaines. À part quelques basses danses au XVe siècle, jusqu'au XVIe siècle, c'est pratiquement un répertoire de chants ou de chants à plusieurs, chants à 4 voix par exemple, jusqu'à Jeannequin ou ces musiciens de cette époque-là. Donc les instruments ne venaient que remplacer des voix manquantes ou bien soutenir les voix un petit peu faibles. Ce qui fait que chaque instrumentiste était à même de prendre un texte vocal et tout de suite, avec quelques règles connues, d'en faire une œuvre instrumentale. Ce qui fait qu'il n'y avait pas besoin d'écrire la musique pour les instruments. Et on a tort de dire qu'il n'y avait pas de répertoire instrumental, il vient directement du répertoire vocal. C'est-à-dire que si on prend une chanson, par exemple de troubadour, on peut très bien en faire une œuvre purement viellistique, si on peut dire. Et là, vous auriez un exemple à nous proposer ? Nous pouvons entendre
comme exemple de chansons primitivement vocales, donc utilisées à la vielle, la Belle Doët, qui est une chanson de troubadour. Et la Belle Doët, d'ailleurs, c'était une joueuse de vielle célèbre qui, paraît-il, habitait la ville de Troyes. Julien Scovron, nous vous écoutions là interpréter une chanson originellement vocale à la vielle, mais je pense que cet instrument devait souvent aussi accompagner les chanteurs. Oh, bien entendu, ils aimaient tout particulièrement se faire accompagner par la vielle à archet. Et par exemple, on peut faire entendre une chanson de Chrétien de Troyes qui s'appelle « D'amorce qui m'a tolu ». Et si ne me replie de nuit, que ne m'en plaigne et dis pourquoi, car ceux qui l'entendent y se voient, et j'ai fait peur ma bonne foi. Nous écoutions donc la voix de Jean Béliard, que vous accompagnez, Julien Scovron, à la vielle, et ainsi que la présence d'un luth tenu ici par Guy Robert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les techniques que vous utilisez pour accompagner un chant de cette époque ? Justement, c'est tout à fait typique. Dans cette chanson, il y a premièrement des préludes qui sont joués sur l'instrument, ici la vielle donc, des ritournelles qui interviennent dans le cours de la chanson, et puis dans certains passages des bourdons d'accompagnement, simplement un bourdon tenu, et puis aussi des moments où l'on suit au plus près la voix du chanteur, mais pas exactement, c'est-à-dire toujours avec un petit décalage en avance ou un petit peu après, avec une certaine liberté par rapport, une certaine souplesse par rapport à ce que fait le chanteur, mais néanmoins on le suit tout de même. Et alors ces connaissances, vous les avez trouvées dans des traités de l'époque, notamment dans les textes de Jérôme de Moravie ? Oui, en partie, et puis aussi d'une façon un petit peu, disons, instinctive, quand on écoute de la musique du Maghreb ou d'Europe centrale, où ces techniques subsistent encore, on retrouve le style qui fut probablement celui de l'accompagnement des chanteurs par les vielles au Moyen-Âge. Et Jérôme de Moravie, tout à l'heure, faisait une sorte de distinction entre les musiciens laïcs et les musiciens clercs de l'Église. Oui. On retrouve donc une différence d'utilisation des instruments à archet dans ce domaine-là aussi. Oui, le premier et le troisième accord que donne Jérôme de Moravie sont des accords plus simples que le deuxième et qui permettent seulement de jouer dans les tons ecclésiastiques. La vielle, à ce moment-là, avait une utilisation un peu particulière, qu'on retrouvera d'ailleurs curieusement jusqu'au XIXe siècle dans certains monastères. C'est pour accompagner les chants chantés en nisson, c'est-à-dire qu'on faisait une note principale, disons qu'on l'appelle la dominante, et on ornait un peu cette dominante au-dessus ou en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, l'accompagnement ici est réduit à quelque chose de très simple, un bourdon et quelques notes en plus pour servir de soutien à la voix. Et dans certains couvents jusqu'au XIXe siècle, on a trouvé cette méthode d'accompagnement en nisson, alors non plus exécutée sur des vielles, mais sur des instruments différents, mais aussi simples que celui-là. Et quand on entend par le terme de deschant ? Alors le deschant, c'est une improvisation plus ou moins libre d'abord, puis ensuite écrite parce que ces deschants devenaient tellement compliqués qu'on ne pouvait plus les improviser réellement, en tenant compte de la polyphonie elle-même de plus en plus compliquée qu'il y avait en dessous. Donc ce sont des improvisations primitivement sur des teneurs
qui sont soit d'origine liturgique, soit d'origine profane beaucoup plus tard. Par exemple, au XVe siècle, les basses danses, comme l'Espagna, seront un petit peu composées également dans cette technique-là. Seulement, la teneur deviendra purement profane. Alors qu'au XIIIe siècle et même au XIVe siècle, des chants qui seront improvisés seront improvisés à partir de teneurs liturgiques, comme par exemple le Benedicamus Domino, qui est un des plus célèbres, ou Flos Filius, qui en est un autre. Julien Scovron, nous avons, grâce à vous, eu plusieurs exemples d'utilisation de la vielle dans la musique du Moyen-Âge, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Eh bien oui, par exemple, je me suis amusé avec une mélodie populaire de Kodály, d'en faire une transcription pour la vielle, où j'utilise les 3 registres de la vielle, accompagnés par des naquers. Naquers qui sont 2 petits tambours qu'on joue avec les doigts. Et ça sonne tout à fait d'une façon intéressante. Et je crois qu'on peut préciser que les recherches de Bartók et de Kodály ont sûrement mis ces compositeurs en présence d'instruments très, très rudimentaires encore, qui étaient loin du violon moderne. Oh, certainement, oui. Et c'est de là d'ailleurs que certains aspects de la musique de Bartók viennent. Avec cet exemple d'une danse de Kodály, nous avions une utilisation de la vielle dans notre époque moderne, mais je crois aussi que même sur des danses anciennes, vous utilisez parfois certaines techniques violonistiques de notre époque. Oui, par exemple, le col legno, c'est-à-dire frapper les cordes un petit peu d'une manière percussive avec le bois de l'archet, je l'utilise effectivement dans une danse qui s'appelle la hungaresca et qui est une danse du XVIe siècle.